Alors, bien évidemment, parce que ça va de soi, ça tombe sous le sens. Vendredi dernier, il était question ici du chat de Schrödinger. Parce que évidemment. C'était pas vendredi, je pense que c'était mardi. Non, c'était vendredi. C'était avec Marc-Antoine. C'était un de mes épisodes. C'était avec Marc-Antoine. Oui. Et là, je crois comprendre que... Je pensais qu'il y avait juste Jules qui pouvait sortir un Non, ben c'est ça. Mais c'est vrai. Il rivalise. C'est un balado d'un intellectuel maintenant. Est-ce que tu constates la chance qu'on a, nous deux, de côtoyer de s'abreuver ce niveau-là? C'est... Moi, ça me rappelle les dimanches matins quand je travaillais avec Nouveau puis qu'on recevait Dany Laferrière 4 fois par année. C'est la même affaire. Ouais, ça relève le niveau. Ouais. C'est la même affaire. Mais là, semble-t-il, je sais pas. Là, Comment faire un balado avec des intellos sans se fatiguer? Balado de hockey. Je cherchais justement un titre pour le 2e tome de mon autobiographie. Là, je crois comprendre qu'on n'était pas pile dessus. Ben non, c'est clair que je n'étais pas pile dessus. Donc, je sais pas, Jack, est-ce que c'est... Interromps-moi. Salut Alex, c'est Marc-Antoine. Au sujet du chat de Schrödinger, voici un essai d'explication. Erwin Schrödinger était un physicien du 20e siècle, un Autrichien, et ce qu'il voulait démontrer, c'est l'incroyable paradoxe de la mécanique quantique. Imaginez une boîte dans laquelle vous enfermez un chat. À côté du chat, il y a un bol de lait empoisonné. Il y a 50 % de chances que le chat boive le lait, mais il y a 50 % de chances qu'il n'y touche pas. Au bout d'un certain laps de temps, est-ce que le chat est vivant ou est-ce qu'il est mort? Bien, selon les principes de la mécanique quantique, tant qu'on ne regarde pas dans la boîte, il est en fait les deux. Il est à la fois vivant et mort. C'est ce qu'on appelle une superposition d'états. L'état de vivant puis l'état d'être mort superposés. Ouh! Ça, c'est la mécanique quantique. Très mystérieux. Les physiciens eux-mêmes ne comprennent pas comment ça marche. Mais tout ça, ça a été vérifié en laboratoire, pas avec un chat et du lait, mais avec des atomes, des molécules, des électrons, etc. Et chaque fois, l'expérience donne le résultat concluant que ça fonctionne. Cette explication de ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit, c'est ce que décrit la mécanique quantique au niveau des atomes et des électrons. Ça marche chaque fois qu'on fait des expériences. Mais une chose est certaine, c'est que dans la série actuelle entre les Oilers et les Panthers, il va y avoir un gagnant de la série qui ne sera pas aussi le perdant de la série. Il va y avoir un gagnant. Et je prédis que ça va être les Oilers en 6 ou 7 matchs. Bye! Bon. Fascinant. Oh! Bien joué. Moi, je trouve que... Mais là, pour l'instant, ni les Oilers ni les Panthers sont gagnants ou perdants. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle... une superposition d'état. C'est ce qu'on appelle la superposition de la victoire et de la défaite. Exactement. Ouais. Bon, on va rester à parler de moutarde au lieu, je pense. Wow! Non, mais il y avait là... merci à Charles Tissère. D'abord, on ne savait pas. Merci, vraiment. Jack. J'imagine que c'est Jack qui... c'est une bonne prédiction aussi, M. Tissère. Comme quoi, il y en a du monde, c'est ça. On en fréquente, là, qui sont bons dans tout. Bon. Mais il y avait à la fin, moi, je trouve ce qui, moi, me rassure dans ce sur quoi on travaille, c'est ça. C'est qu'au hockey, il n'y en a pas de superposition. À la fin de la série, on va savoir qui... Oui, mais là, ils sont dans la boîte. Oui. On ne sait pas. il y a une bouteille d'eau. L'eau étant... voilà. Donc, un grand merci. Puis, c'était effectivement... C'était comment, ça, Marc-Antoine? C'était... Le chat. Le chat de Schrödinger. Non, c'était un adjectif à coller. Fascinant. C'était... Fascinant. Ben oui, parce que c'est l'adjectif à coller, pas nécessairement au chat de Schrödinger ou à cette explication-là en particulier. C'est l'adjectif à coller à M. Tissard. Voilà. OK, aujourd'hui... Les Échos de Buffalo. McDavid et Draisaitl sont bons. Ça paraît que c'est la fin de l'année. Je m'en viens sloppy un peu, mais regarde, c'est ça. Et la voie d'avenir semble claire à Pittsburgh. C'est tellement hockey, épisode 413. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, les gars. Je m'appelle Alexandre Coupal.
Comment va le gars du lobby à l'hôtel de Buffalo? Il va très Est-ce qu'il est encore là? Il est encore là! Arrête donc! Oui, absolument. Je me suis informé et pris... Le beau blond avec les cheveux longs, là. Oui, exactement. Puis Je sais pas. Ben, beau, je sais pas, mais les cheveux longs, teint long. Oui, c'est à la même longueur qu'avant, là. OK. C'est toujours aussi... Moi, j'ai pas de mémoire. C'est là que je le regrette. Pour ceux qui n'ont pas d'image, quelle longueur t'as montré? je te dirais que ça va... À la taille? Ah, c'est pratiquement... Oui, à la taille. C'est pratiquement, disons, au nombril. OK, ouais. D'accord. Ça fait pas des petits cheveux longs, là. C'est des longs cheveux longs. C'est des longs cheveux longs. C'est un statement. Comment? Ouais. Et comment il s'appelle, sais-tu? Je sais. Le gars, il s'appelle le gars du lobby. Bon. Puis, ça fait que vous avez repris là où vous aviez laissé? À peu près, à peu près. Il m'a dit... il m'a donné une pin d'un tournoi de sled hockey parce qu'il dit les gens sous-estiment le sled hockey, puis il dit c'est le fun, puis il dit... Puis en tout cas... Le para-hockey. Le para-hockey, oui, exactement. Alors... Puis là, finalement, sur son veston de gardien de sécurité, là, il y avait justement plein d'épinglettes. OK. Fait que lui, c'est Noël, là, quand vous débarquez toute la gang. Là. Ah oui? Bon. Ouais. Puis l'ambiance était bonne? Oui. On a beaucoup dit, cette année, vu qu'il n'y a pas de repêchage centralisé, là, ça va être... est-ce que ça buzzait? Est-ce que ça buzzait plus? Il y avait plus de monde, oui, effectivement. Puis souvent, les directeurs généraux sont là en début de semaine. Ils restent une journée ou deux, puis après ça, ils s'en vont. Mais ils sont restés beaucoup plus tard. Cette année, il y avait un plus grand nombre d'agents également qui étaient sur place. Ça buzzait davantage dans la mesure où il y avait davantage de discussions. Tu sais, c'est l'occasion de se retrouver, d'avoir des contacts en direct. En présentiel. Puis, ils vont tous rester à Buffalo pour le repêchage décentralisé. Ils ont décidé... Mais je sais déjà que ce que j'ai entendu, par exemple, c'est que le repêchage décentralisé, ils ont déjà déchanté par rapport à l'idée qu'ils avaient eux-mêmes réclamée. Ouais. Alors, ça va être... On risque de revenir à la formule habituelle l'année prochaine parce qu'ils font finalement non. C'était une fausse bonne idée. C'était des économies de bout de chandelle, à mon avis. Ben oui, parce que de toute façon, même si tu fais ça dans tes propres quartiers, mettons, le Canadien de Montréal décide, OK, nous autres, on va faire ça à Brossard. Ben, il faut quand même que tout ton staff, tu le rapatries à Montréal. Exact. Okay. Tu vas payer des chambres d'hôtel et des per diem. Mais ils peuvent dormir chez un oncle ou un membre de la famille, de l'organisation. Puis... Non, c'est ça. Quand on y repense. Mais c'est limpide, ça, depuis quelques mois aussi, là, que ça ne durera pas. Bon, ben vas-y, là. Apprends-nous des affaires. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. C'est large, là. Oui, mais allons-y. As-tu vu Kent? J'ai croisé Kent qui était... je pense qu'à l'heure actuelle, l'organisation du Canadien aime garder son jeu de cartes fermé de plus en plus. C'est une tendance qui se développe au sein de cet état-major-là. Alors, plus ça change, plus c'est pareil. Exact. Chasser le naturel. Et il revient au galop. Mais oui, comme quoi, c'est peut-être pas les individus, mais moi, je dis ça souvent à propos d'une autre organisation. Les individus, les patrons passent, mais la culture reste. Mais je pense qu'avec un certain temps, ce qui arrive, pour peu importe qui se retrouve à la tête du Canadien, il y a toujours la même perception du marché et de l'attention que le Canadien génère et que cette attention-là est susceptible de provoquer des fuites d'informations et que finalement, le Canadien se retrouve à en dire trop malgré lui sur la place publique comparativement à d'autres équipes qui peuvent plus facilement rester discrètes. Ouais. Alors, ça, je pense que ce soit Bob Gainey, Pierre Gauthier, Marc Bergevin ou aujourd'hui Kent Hughes et Jeff Gorton, on dirait qu'ils en sont tous arrivés à un moment donné à cette constatation-là. Cela étant dit, Kent Hughes est quand même moins inquiet, moins préoccupé par ça. Ouais. Alors, il est plus à l'aise dans cet environnement-là, mais je sens quand même autour du Canadien qu'on est beaucoup plus méfiant qu'on l'était il y a peut-être 2 ans. Ah, c'est intéressant. Mais il y a aussi le fait que l'équipe... Tu sais, quand t'es dernier, puis t'es en reconstruction, puis tu pars du bas... Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Non, exactement. Puis à mesure que tu gravis les échelons... la pression est plus élevée cette année. Ouais. Là. Ah ben oui. La saison, l'été dernier, ils n'ont pas bougé, pour ainsi dire. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part Patrick Laine, qui était... Un risque.
un risque. Oui, c'est ça. J'ai même pas dit un beau risque. C'était comme on prend une chance. Oui, on tend une perche. Puis il va peut-être se passer des bonnes choses. Peut-être que Martin va répéter des miracles avec l'aîné. Mais là, l'équipe a mieux fait, a participé aux séries. Puis là, les gens s'attendent. Il y a un déclic qui s'est fait. Là. J'ai très hâte de voir comment ils vont manœuvrer cet été. Puis j'ajouterais à ça que même avant que ça se fasse, c'était à quel moment cette année que Hughes avait déjà un peu annoncé que oui, cet été, là, on voulait renflouer. Là. Donc, en fait, il l'avait annoncé l'année dernière. Oui, c'est ça. Ouais. Puis je pense que là, ça va être... Le contexte est plus difficile en ce moment pour se renflouer là où l'équipe a des besoins. Parce que tu as beau annoncer 1 an en avance, essayer de lire dans les feuilles de thé puis dire, OK, ben nous, selon la construction de notre équipe, dans telle année, on va être rendu là, puis nos gros moves, on va les faire à tel moment, puis selon nos analyses, la cohorte de joueurs autonomes de 2026 va être plus forte que celle de 2025. Tu peux faire cette analyse-là, mais tu peux pas savoir trop longtemps en avance comment certains joueurs vont performer, puis là où tes véritables trous vont s'avérer. Là, il y a beaucoup été question d'un poste de deuxième centre, mais pourquoi? Parce que Kirby Dach a été beaucoup blessé, puis quand il a joué, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Mais ça, il y a 2 ans, le Canadien ne pouvait pas le prévoir. On avait misé sur lui. Puis honnêtement, je pense que l'équipe se prépare à la possibilité de retourner, d'entamer une nouvelle saison avec encore Kirby Dach au poste de deuxième centre. Alors ça, ça sert à rien de se fermer des portes tout de suite puis de dire, ben là, ça marchera pas. C'est peut-être pas le scénario idéal, mais si le Canadien a besoin de prendre du recul ou d'attendre un meilleur moment ou de meilleures circonstances pour pouvoir frapper un grand coup puis aller chercher l'amélioration qu'ils veulent apporter, ben ils vont attendre parce qu'ils feront pas de transaction pour le plaisir de la chose. De toute façon, des centres, des top 2 au centre, là, c'est rare. C'est très, très rare que ça devienne disponible sur le marché. Là. Les équipes qui en ont savent à quel point c'est précieux. Ils les échangent pas, généralement. Puis ces gars-là, lorsqu'ils sont sur le point d'accéder à l'autonomie, la plupart du temps, les équipes les gardent, les remettent sous contrat. C'est assez rare que tu vas voir un centre top 2 être impliqué dans une transaction dans la Ligue nationale de hockey. Là. Puis ce qui rend ça encore plus difficile dans le cas du Canadien, c'est que non seulement... Tu sais, en ce moment, il y a au moins une 12aine d'équipes qui sont à la recherche d'un centre top 6. Non, mais c'est vrai. Il y a un directeur général qui m'a dit, ben là, tu pourrais bien dire 32 parce qu'on est tous à la recherche, mais de façon concrète et active, il y en a 32. Il y a une équipe que je croyais faire partie de cette liste-là, les Prédateurs de Nashville. Puis, tu sais, Barry Trotz m'a dit, c'est quoi, nous, on sera pas vraiment dans ce derby-là parce qu'on veut faire confiance à des jeunes. OK. Il y a Eric Tulsky m'a dit oui, on voudrait, exact, avec les Hurricanes à Caroline, on voudrait s'améliorer au centre, mais il risque tellement d'y avoir une enchère qu'on va regarder pour s'améliorer peut-être à d'autres positions au lieu du centre parce que de toute façon, ils ont eu Asperi. Ils sont corrects. Qui est encore jeune à 24 ans. Encore jeune. Ouais. C'est beau. Puis ce qui est problématique... C'est comme Lane Hudson. À chaque épisode, il faut que c'est coché. OK. C'est bon. Puis ce qui est... Donc, non seulement il y a un derby où il y a la demande est beaucoup plus grande que l'offre, parce que le nombre de joueurs de centre qui vont être disponibles est très restreint, mais en plus, le Canadien, qu'est-ce qu'il a donné en échange? Des choix hors pêchage, des jeunes joueurs. Fait qu'il faut trouver une combinaison d'une équipe qui a un centre à donner et qui est intéressée par ce que le Canadien a à vendre. Parce que le Canadien ne va pas donner... Des actifs, tu ne vas pas échanger Juraj Slafkovský. Déshabiller Paul pour habiller Jacques. Exact. Alors, quand tu fais le croisement de ces deux facteurs-là, tu te retrouves avec un nombre de partenaires potentiels qui est limité, puis ça complexifie la donne. Bien, abordons ça tout de suite. Je l'avais mis en 3e dans mes titres, mais ça, on sait très bien que ça veut rien dire. Vous avez vu la nomination de Dan Muse à Pittsburgh, un gars que tout le monde avait vu là, tout le monde voyait là, tout le monde, c'était écrit dans le ciel.
Non, ben bon, pour ceux et celles, là, Muse, un pedigree intéressant, là, mais ça fait partie un peu de cette nouvelle garde là, d'entraîneurs. Mais t'es ironique quand tu dis que tout le monde le voyait là. Absolument, là, oui. ça. Je pensais que c'était bien joué. C'était pas... Ouais, t'as gardé ton... C'était pas clair. T'étais un méthode acteur. Oui, c'était ironique. Mais là où moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que, je veux dire, ça peut pas indiquer rien d'autre que Pittsburgh va être une de ces équipes qui va être en mode vente et qui va s'intéresser aux gens d'actifs que tu viens de nommer. Oui, c'est... Et ça, c'en est une équipe là, que c'est clairement identifiable. Je pense, je sais pas, non? C'est comme évident là, que c'est ça qui va arriver. Il n'y a pas d'autre conclusion à aller chercher du côté de... Peu importe qui ils auraient placé dans cette chaise-là, à mon sens, tu regardes la formation des Penguins de Pittsburgh, la direction dans laquelle ils vont, puis c'est écrit dans le ciel, tu sais. Puis c'est écrit dans le ciel depuis longtemps. Ben, je sais pas, moi, parce que, mettons, tu mets un Tortorella ou je sais pas, là, tu sais, un entraîneur qui est là pour l'immédiat. Ils ont peut-être un peu d'argent, là, un petit peu d'espace. Il y a des joueurs autonomes. Je veux dire, ils ont toujours Crosby, ils ont toujours... Oui, mais leur noyau de meilleurs joueurs, ça a été insuffisant dans les dernières années pour qu'ils atteignent une place en séries éliminatoires. La preuve est faite. La preuve est dans le pudding. Elle est où? Elle est dans le pudding. Que ce qu'ils ont là ne suffit pas. Que la roue va tourner. Là, je ne sais pas s'ils vont... Est-ce que tu peux échanger... Prenons Malkin, par exemple, qui a 38 ans, qui gagne 6 millions par saison. Est-ce que tu peux le refiler? Est-ce que tu peux refiler un gars comme ça? Ils jouent à quelle position? Ces gars-là, par la force des choses, vont terminer leur contrat, puis la roue va tourner. Là, j'imagine qu'ils sont en train de préparer ça. Mais pour l'instant, il y a un jeune joueur dans cette équipe-là. Là, c'est Rutger McGroarty, qui a 21 ans. Mais pour le reste, la cavalerie n'est pas arrivée. Là, puis c'est une organisation qui a eu très peu de choix de repêchage avantageux au cours des 7-8 dernières années. Fait que, tu sais, s'ils amorcent un processus de reconstruction, j'aimerais ça savoir où ils vont trouver les matériaux pour reconstruire, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup pour l'instant. Mais là, c'est sûr que la roue va tourner par la force des choses. Quand je dis que c'était prévu depuis longtemps, c'est qu'à partir... Moi, l'acquisition d'Erik Karlsson, je ne l'ai jamais compris. Puis, s'il y avait un moment où on dit, OK, on a des joueurs plus âgés, mais on veut essayer de demeurer compétitif. On va essayer de faire un peu ce que les Capitals de Washington ont fait, puis essayer de reconstruire, faire une réinitialisation, mais en vol. C'était le moment de le faire, sauf que à ce moment-là, ils ont cédé des actifs, sont allés chercher un contrat qui est un boulet pour eux autres, même s'ils n'en payent qu'une fraction. Mais... Puis ils ont dédoublé, ils ont répété, on ne réécrira pas l'histoire, mais ils ont dédoublé la même erreur que les Sharks de San Jose avaient faite auparavant. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils sont vraiment peinturés dans le coin. Puis là, c'était juste condamné à regarder ce noyau-là vieillir, puis accumuler les résultats qui laisseraient les Pingouins sur leur fin. Alors là, ces contrats-là achèvent. Malkin arrive à la dernière année de son contrat. Je serais très surpris qu'il change d'adresse. Je pense qu'ils vont le laisser finir sa carrière à Pittsburgh. Lui, il reste 1 an, puis après ça va être merci, bonsoir. Sidney, il lui reste 2 ans. Et puis, Christopher, il lui reste 3 ans. Alors, le temps et Crosby, s'ils le désirent, ils devraient trouver preneur ailleurs, même si le temps, il n'y aura peut-être pas la valeur qu'il avait autrefois. Mais Malkin, je pense pas qu'il va changer d'adresse. Et Karlsson, il va rester 2 ans. C'est ça? Oui. Fait que ça va être une reconstruction, mais ils échangeront aucun de leurs vétérans. À part peut-être Crosby. Ça va être difficile. Parce qu'on s'entend, Christopher Le Temps, ça ne sera pas facile pour qui là, on a toute l'admiration, mais ça reste un joueur en fin de carrière qui c'est ça, dont le contrat pèse lourd. Là. Ben écoute, je pense que dans un rôle offensif où il est... tu l'utilises pas à outrance. Un spécialiste. Où tu limites son nombre de présences en zone défensive, les Pingouins absorbent un peu de salaire. Tu retiens d'une partie de son contrat. Il y a moyen, tu sais. Des défenseurs droitiers, c'est comme les lanceurs gauchers au baseball. Alors, toujours... ils ont 9 vies. C'est vrai, il est gaucher, Martin. C'est pour ça que tout le monde t'aime. Parce que je suis gaucher, j'ai 9 vies. Ça en plus. D'accord. Bon, je sais pas, est-ce que ça... Mais Sid... Ouais, OK. Ben, vas-y. C'est de la situation, je suis allé aux nouvelles,
pendant que j'étais à Buffalo. Toi, t'es le seul à y avoir pensé. C'est ça. Comment va Pat? Pat va bien. Pat va bien, mais il rencontre beaucoup de monde. Il est occupé. Je l'ai attrapé une fin de journée. Pat Brisson, donc l'agent de Sidney Crosby, juste pour... Puis, pour l'instant, les choses n'ont pas changé du côté de Crosby. La nomination d'un nouvel entraîneur-chef, c'est pas jusqu'à preuve du contraire, l'élément, la goutte qui fait déborder le vase, qui va faire en sorte que Crosby va dire « sortez-moi d'ici ». Je pense qu'il était engagé. Au moment où il a signé sa prolongation de contrat avec les Penguins de Pittsburgh, il voulait rester là. Maintenant, en même temps, il veut gagner, puis ça devient difficile de conjuguer Penguins de Pittsburgh et gagner dans la même phrase. Et écoute, en fin de compte, là, on peut, que ce soit les Penguins de Pittsburgh ou une équipe qui voudrait faire son acquisition, les deux parties n'ont rien à voir, n'ont rien à dire. C'est Sidney qui va décider. C'est juste lui qui détient toutes les cartes puis qui va dire « OK, le temps est venu, je suis prêt, échangez-moi et voici là où je voudrais aller. » Alors, il n'en est pas là. Le jour où il en sera là, s'il en est là, je pense que il deviendrait un candidat intéressant pour le Canadien. Ben ça, on le pense, enfin. Mais moi, j'ai été étonné, puis là, on est dans l'analyse de l'analyse, mais moi, j'en reviens pas à quel point à Montréal, là, c'est un gros... tu sais, chez les professionnels là, du commentaire sportif, c'est comme devenu très, très important et très... tu sais, il y en a qui sont prêts là, à... Moi, j'ai entendu des apôtres de la gestion d'actifs, là, des gens qui valorisaient ça beaucoup, beaucoup, là, de faire attention avec les choix de première ronde, les espoirs. Puis là, ils sont prêts là, à donner la banque au complet pour une légende vivante, c'est vrai, mais en fin de carrière. Moi, je trouve ça romantique, là, qu'on se comprenne bien. Si Crosby joue à Montréal, je trouve ça romantique. Mais de un, moi, si j'étais lui, c'est pas là que je viendrais pas ici. Ben, c'est ça. S'il décide de quitter Pittsburgh, ça va être, j'imagine, pour se retrouver dans un endroit, dans un contexte gagnant, pour avoir la chance de soulever la Coupe Stanley. Ben oui, c'est sûr que c'est immédiat. Il y a 37 ans. Là. Mais oui, ça, c'est vrai. Sauf que en même temps, s'il veut gagner, la façon dont, à l'heure actuelle, les équipes, les meilleures équipes de la Ligue ont manœuvré pour se rendre là où elles sont, elles se sont démunies de plusieurs de leurs actifs qui pourraient intéresser les Pingouins. C'est-à-dire que si tu échanges Crosby ou tu dis « OK, fine, nous, on va en profiter pour pouvoir aller chercher des actifs, aller chercher des jeunes joueurs, aller chercher des choix au pêchage », bien, encore faut-il que la bonne équipe qui va aider Crosby à gagner, il faut qu'elle ait quelque chose à donner en retour. Tu sais, l'Avalanche. Ben, l'Avalanche, non. L'Avalanche n'a plus grand-chose. Ils ont déjà utilisé tout leur capital, tout leur butin dans les dernières dates limites des transactions. Ils ont signé Brock Nelson à 7,5 millions par année. Ils ont envoyé Rantanen. Ils ont liquidé Rantanen. C'est ça. Alors, eux, ils ont le contrat de Cale Makar qui pointe à l'horizon. T'sais, alors, eux autres, ils ont fait leur lit en disant Brock Nelson à 7,5 millions par année, ça va être lui notre deuxième centre. Les Panthers de la Floride, ils n'ont aucun choix avant la 4e ronde. Ils n'ont pas de choix de première ronde l'année prochaine. Toronto, ils ont liquidé plein d'actifs. Je pense que les Tampa Bay, ils n'ont pas de premier choix jusqu'à... Et c'est des équipes qui n'ont pas non plus beaucoup de bons jeunes joueurs. Fait que c'est, encore là, je vais reprendre la même expression, mais c'est très difficile de conjuguer équipe aspirante à la Coupe avec nous avons beaucoup de munitions à vous donner. Alors là, il faut que... C'est intéressant. C'est là où le Canadien, qui est certainement pas une équipe prétendante à la Coupe Stanley, peut servir à tout le moins les intérêts des Pingouins en leur disant ce que vous voulez faire pour reconstruire, nous, on est là pour vous. Mais à mon sens, il y a certainement une limite de ce qu'une équipe comme le Canadien devrait payer. C'est sûr. Si autant, spectaculaire que ben oui, est-ce que le Canadien est dans le trèfle jusqu'au genou pour laisser partir des jeunes ou des actifs? Ben ça, c'est une bonne question. Ouais. Puis même s'il l'était, c'est pas une raison pour... c'est pas une raison non plus pour tout donner, pour donner plus ou vraiment plus que ce que ça... Voilà, c'est une de ces phrases qui ne verra pas sans sa fin. Qu'est-ce que... bon, mais as-tu senti que Dubas est un gars occupé, justement? Je l'ai pas vu. T'as pas vu?
Il était trop occupé. C'est ça. Il était pas dans le lobby. C'est ça qui arrive. Oui, on peut. C'est ça qui arrive. on peut lire. J'ai vu un directeur général qui restait planté dans le couloir puis il dit je me cherche des directeurs généraux à qui parler. Mais il y en a d'autres qui devaient être plus occupés que ça, mais il faut dire que... Ah oui, c'est vrai ça? Tu cabotines pas? Non, c'est un fait vérifié. Là. Est-ce qu'on peut savoir Bien si entendu. on peut pas. Non, Ouais, quand je le formule de même, OK, c'est parce que non, mais je garde. choisis de pas le dire. Non, mais je savais pas, là. Ouais. D'accord. Bon, autre chose à ajouter sur Buffalo? Justin Carbonneau, est-ce qu'il t'a apparu confiant? Je n'ai pas parlé Tu l'as à pas vu? Justin parce que mon collègue Alexandre Gascon s'était épanché Absolument. sur la question. La semaine dernière. Ouais. Et, Un très bon texte à lire. Excellent profil qui a créé certains remous. Ah oui? Ouais, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas été super contents. Ben là. Moi, j'ai parlé à Caleb Desnoyers. Oui. Cependant, très, très sympathique jeune homme, bonne tête sur les épaules. Et puis, c'est un gars il m'a dit, tu sais, évidemment, tu veux pas être blessé puis jouer blessé puis ça. Puis il a terminé la saison où le tournoi de la Coupe Memorial, il était très amoché. Il y avait une blessure qui ne devrait pas avoir besoin d'une opération, mais il y a eu un IRM dans les derniers jours. Et puis il dit, tu sais, au moins de pouvoir jouer blessé puis d'essayer de maintenir un haut niveau. Ça a montré aux équipes qui veulent me repêcher que je suis prêt à tout pour gagner. Puis il dit, ça m'a mis devant une certaine adversité aussi, puis j'en avais pas eu beaucoup de l'adversité jusqu'à maintenant. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu sais, dans son groupe d'âge, au Québec, tu sais, ça fait longtemps qu'il est le meilleur, on lui dit qu'il est bon, etc. Puis là, c'est normal pour un jeune qui est compétitif puis qui a les valeurs à la bonne place ou la tête à la bonne place de dire « Donnez-moi-en, je veux pouvoir me prouver puis tester mes limites. » Alors, même si c'est juste le fait de jouer blessé, c'est une forme d'adversité. Puis il dit « Il faut que tu puisses manger du pain noir pour apprécier ta crêpe au sirop après. » Ça, là, faut qu'on s'en resserve, ça. Ouais. Ça faut que ça reste. Fait que je l'ai mis dans mon article. J'allais le citer. C'est sûr, j'allais le citer. À lire, donc, sur radiocanada.ca. Et il a aussi mentionné, il a laissé la porte ouverte pour aller jouer au niveau universitaire aussi, si je comprends bien. Non seulement il a laissé la porte ouverte, c'est parce que là, c'est que les rumeurs faisaient en sorte que c'était pratiquement chose faite. Moi, je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est qu'il tient à assurer que Moncton est encore dans le coup. Là. Okay. Parce que là, il y a un mouvement, un exode, pas seulement au Québec, hein, c'est vraiment dans les trois... dans les trois ligues juniors au Canada. La Ligue junior de l'Ouest risque de perdre plusieurs bons éléments la saison prochaine. Alors, on verra. Lui, dans le cas de Desnoyers, il dit, moi, ce qui va déterminer mon choix, c'est quel est l'endroit qui va me permettre d'accéder le plus rapidement à la Ligue nationale. Alors, c'est son principal critère. Ça aurait pu être l'argent, ça aurait pu être la qualité des installations. Quoiqu'à Moncton, les installations sont assez compétitifs pour un circuit junior. Il aime la façon de penser là, des McDougall, directeur général et entraîneur-chef là-bas. Alors, on verra bien. Les Wildcats, peut-être de manière préventive ou de façon à le dissuader de s'en aller, l'ont nommé capitaine de rechef là, pour la saison prochaine. Fait qu'on verra bien où ça s'en va. J'ai hâte de voir, on va le voir à l'usure, là, à l'usage, si ce genre de mentalité-là, ça va coller avec les universités américaines. Là, un gars qui dit, moi, si je vais à l'université, ça va être pour choisir l'endroit qui va me permettre le plus rapidement d'en sortir c'est ma carrière professionnelle. La mentalité aux États-Unis, c'est que les entraîneurs te recrutent quand tu es à l'école secondaire. Fais tes classes, va jouer dans une ligue junior en sortant du secondaire, dans une ligue junior A ou dans la USHL. Quand tu vas être prêt, on va t'accueillir, puis on va te développer. Ouais. Première année, tu ne joues pas beaucoup. Puis, c'est tout dépendant de ton niveau de talent. Là, c'est les Brini, il a joué mais je veux dire la moyenne. C'est ça. Mais, je ne sais pas s'ils ne vont pas percevoir ça, les entraîneurs américains qui sont en poste pour la plupart depuis longtemps. Puis, la tradition scolaire, puis tout ça, c'est très fort de voir arriver des gars un peu avec des mentalités de mercenaires, dire, moi, je vais y aller une année, mais je veux sortir de là. Tu sais, les entraîneurs et les universités recherchent un engagement. Là. Tu vas venir chez nous, tu vas étudier. Puis le sentiment d'appartenance est très fort. Alors, c'est ça, il va y avoir un bouleversement. Avec certaines universités, probablement que ça ne causera pas de problème, mais je pense qu'il y en a où les valeurs
si on le choix entre un candidat et un autre, vont choisir l'engagement plus loin, plus fort. Les entraîneurs-chefs qui font eux-mêmes leur recrutement également vendent leur salade, ils essaient d'attirer les bons joueurs chez eux, mais ils font valoir certains arguments pour attirer le joueur, mais une fois que si le joueur accepte et se laisse attirer par ces arguments-là, puis qu'une fois rendu sur place, c'est plus la même chose. Il ne joue pas autant qu'il aurait pensé. Là, le jeune a la possibilité de dire je refais mes bagages, je retourne dans le junior canadien. Alors, il va y avoir aussi une obligation d'honorer un peu sa parole, puis que ce qu'on a laissé miroiter aux jeunes, ça devienne réalité, parce que l'engagement n'est pas... sans dire, il n'est pas exclusif, puis il n'est certainement pas éternel. T'sais. Non. Alors, mais de manière générale, je pense que vous en avez parlé dans le balado de mardi, mais je pense que ce qui se dégage de plus en plus, c'est que la Ligue canadienne va être le rendez-vous des joueurs de 16 et 17 ans. Ça va faire mal à la USHL. Et 18. Et 18, mais tu regardes Caleb Desnoyers, s'il acceptait... Mais c'est un top 10 au repêchage de la Ligue nationale. Ouais. Je pense que les exceptionnels, pour les exceptionnels, ce ne sera pas la même chose, là, mais de façon générale, ça va être 16, 17. Mais 18. Tu vois... Mais il y a bien des gars en première ronde. Cole Reshney va quitter, lui, il est déjà engagé, je pense, à North Dakota. Jackson Smith, le défenseur de Tri-City, lui, je pense qu'il est question qu'il aille à Penn State. C'est des gars qui vont partir en première ronde. Justin Carbonneau, il y a également il y a une équipe de la NCAA. Donc, Lidstrom a confirmé qu'il s'en allait à Michigan. Caden Lindstrom, effectivement. Alors, mais tu sais, ça, c'est des gars, tu dis les exceptionnels. C'est vrai dans le cas de Desnoyers, c'est un gars qui est potentiellement un top 5 au prochain repêchage, mais il y a plusieurs gars qui ont été approchés qui vont être juste des joueurs de première ronde cette année. Puis en fin de compte, c'est que si t'ôtes le meilleur joueur de chaque équipe, si c'est la crème qui est affectée, c'est sûr que ça va affaiblir la qualité du produit parce que les meilleurs 18 ans ne seront plus là. À 19 ans, ils ne seront assurément plus. Donc, ça va faire en sorte qu'à 16 et 17 ans, ça va être le rendez-vous de la Ligue canadienne. C'est ça. Au dépend de la USHL, au dépend du junior A, parce que ça va attirer les Américains à cet âge-là. Oui, absolument. Ouais. Mais sauf qu'à un moment donné, dès que tu vas être en âge d'aller à l'université, la NCAA, ça va devenir une bonne option, mais il va quand même là où il va y avoir une limite, c'est que c'est pas tous les programmes universitaires qui sont attirants. C'est ça, il ne faut pas non plus penser là, que il y a pas 1000 opportunités. À la Bowling Green, là, ou aller à Alaska, c'est moyen. Il y a 60 équipes, à peu près une soixantaine d'équipes universitaires aux États-Unis, puis il y a beaucoup de programmes qui fonctionnent, qui réussissent à être assez performants parce qu'ils ont des joueurs nettement plus vieux. Là. Ils n'attirent pas des talents exceptionnels comme Boston College ou Michigan peut le faire. Donc, eux, ils ont des équipes beaucoup plus vieilles puis ils réussissent à bien performer au classement puis des fois avoir des parcours éliminatoires intéressants. Là, cet afflux de joueurs-là nouveaux qui viennent du Canada, ça va probablement rajeunir aussi la NCAA. Mais moi, j'ai très hâte. Ça va être exponentiel, les changements de culture que ça va imposer au hockey junior. Là. Les hommes de hockey junior, les dirigeants d'équipes de hockey junior ont toujours construit leurs équipes en liquidant leurs joueurs plus vieux pour faire une grosse banque de jeunes joueurs de 16 et 17 ans, puis de juste les laisser vieillir de 2 ans, puis dire on va gagner. Puis c'est un cycle là, que tout le monde répète. Tu n'as pas besoin d'un grand talent de sélection ou de développement pour faire ça. Là. Tu fais une banque de choix avantageux au repêchage, puis tu les laisses vieillir. Mais là, ça ne marchera plus. Tes joueurs vont arriver à 19 ans à l'âge où tu espères avoir une équipe qui va jusqu'à la Coupe Memorial, puis ils vont tous sacrer le camp ailleurs. Là. Fait qu'il va falloir ça va être... Ça va complètement changer toutes les façons de fonctionner. Puis l'autre truc sur ce sujet-là... auquel j'ai parlé dont j'ai été question. Merci, dont il a été question à Buffalo. Dans mes rencontres. C'est bien, tu termines pas tes phrases, mais tu continues celles des autres. C'est une bonne chose. Mais tu es venu à mon aide. C'est bien. Tu n'es pas seul, Marc-Antoine. Non, merci. Respect. You will never walk alone. Exact. Respect et robustesse. Donc, il a été question également du fait que là, en ce moment, il
il y a du côté des joueurs qui sont repêchés dans la Ligue canadienne, les équipes de la Ligue nationale ont les droits sur ces joueurs-là pendant 2 ans. S'ils ne les signent pas, ils retournent au repêchage. Ouais. Les joueurs de la NCAA, les droits sont conservés pendant 4 ans et s'ils ne sont pas signés, ils deviennent joueurs autonomes sans compensation. Et ils choisissent leur équipe. Ce qui est épouvantable. Mais ça, tout ça, ça va changer. Là. Mais c'est ça. Mais là, comment les règles ça sont peut floues. changer? Là, les règles sont floues là, parce qu'il n'y a pas de nouvelle convention collective de signer. La nouvelle convention collective devrait être signée dans les prochaines semaines, mais on se pose la question à savoir dans quelle direction on va aller. Il y a un agent qui m'a dit, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça allait être uniforme 3 ans. Mais au bout des 3 années, si c'est que tu repêches un kid de la Ligue canadienne ou encore un joueur qui prend le chemin des collèges américains, au bout des 3 années, est-ce qu'il retourne dans le repêchage? Il faut, parce que sinon, tout le monde va attendre. Je veux bien, mais s'il finissent... Il devenait autonome à l'université. Je sais, non, mais moi, je suis la partie patronale. Okay. Non, après 3 ans, tu retournes au repêchage. Oui, mais si tu retournes au repêchage à l'âge de 21 ans, quelle valeur a le fait de repêcher des kids à 18 ans, tu sais? Parce qu'il y a des... Ben, c'est ta première chance de mettre la main... C'est comme un premier tour là, pour... exact, mais ça pourrait faire un peu comme au baseball. Finalement, tu avais des gars qui étaient repêchés plusieurs fois au cours de leur carrière mineure avant d'atteindre les ligues majeures. Puis, si on décide d'adopter le volet NCAA, puis après 3 ans, tu deviens joueur autonome, bien là, tu mets un pouvoir immense entre les mains de jeunes joueurs qui n'ont pas fait leur preuve. Et finalement, ils vont dire, bien, si après la première année, on me fait pas graduer dans la Ligue nationale, j'attends, puis je vais pouvoir devenir joueur autonome. Je vais aller jouer une année à Boston College. Et je soupçonne que c'est pour ça que la convention collective n'est pas signée encore, parce qu'il y a un enjeu incroyable de rapport de force. Et au baseball, les joueurs l'ont, ce pouvoir-là. Là. Dans le baseball majeur, on a déterminé, par exemple, je dis n'importe quel chiffre. Là. Si tu es sélectionné premier au total, tu as le droit à un bonus de signature de 8 millions. Si tu es sélectionné deuxième au total, c'est 7 points. C'est déjà tout décidé. C'est déjà tout décidé. Mais avant le repêchage, les équipes appellent les joueurs pour dire, si on te repêche, nous, en deuxième ronde, puis on t'offre tel montant en boni, est-ce que tu vas venir jouer ou pas? Et le joueur peut dire, moi, non, ça ne me convient pas. Alors, les joueurs ont ce pouvoir-là au baseball. Mais dans la Ligue nationale, écoute, pour les joueurs du hockey junior canadien... Pardon, je suis en train de perdre la voix. Non, mais vas-y. Les joueurs du hockey junior majeur canadien étaient désavantagés là, dans le système actuel parce qu'il y avait juste 2 années. Il fallait qu'ils soient mis sous contrat en 2 ans. Eux n'ont pas accès à l'autonomie si les 2 ans s'écoulent. Et il y avait de la collusion. Alors, si un joueur refusait de signer avec son équipe, les équipes s'entendaient entre elles, puis c'est la même équipe qui le repêchait au bout de 2 ans. Vous dites là, t'as l'air fin, hein, parce que t'es encore pogné avec nous autres. Et fort probablement que ça doit faire partie du raisonnement en négociation. Absolument. Alors, c'est un enjeu important. Ce qui semblait être une négociation facile, puis Gary Bettman qui disait on va régler ça avant la finale de la Coupe Stanley. Ça, c'est un enjeu c'est déterminant. Absolument. C'est déterminant, oui. Non, puis moi, j'ai beau jouer le rôle de la partie patronale. Je détesterais pas ça, voir un monde où est-ce que les joueurs ont accès à l'autonomie 3 ans après leur repêchage s'ils ne se sont pas entendus. Ça peut être une catastrophe pour certaines équipes. Là. Tu sais, des destinations moins populaires là, qui vont repêcher des joueurs. Là, Buffalo, Winnipeg. Écoute, ça va changer le système du hockey au complet. Ouais. Le petit changement apporté par la NCAA va avoir des effets, exponentiels sur le reste. Et on commence à peine à les constater, puis ça va continuer d'évoluer. OK, on referme juste la parenthèse. C'est pas une parenthèse. On ferme cet épisode sur... pas cet épisode, mais ce segment sur Buffalo. À la lumière de la semaine, pensez-vous que le Canadien va repêcher 2 fois en première ronde? Oui. Plus qu'on aurait pensé, il y a 1 mois, tout le monde disait non, ces choix-là, on va les échanger puis pour aller chercher du renfort. Je suis pas convaincu que non. Parce qu'il y a des gens qui vont être déçus. Moi, je prépare. Moi, je fais un travail de préparation, là, tout le monde. Là, on va se préparer. Dans un monde idéal, le Canadien trouverait preneur, réussirait à faire une transaction puis à utiliser au moins un de ces choix de première ronde-là pour pouvoir s'améliorer maintenant. L'hypothèse que j'avais pas... Si tu les cèdes les 2, est-ce que tu peux aller chercher... Peux-tu monter?
Si tu trouves un partenaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si tu les cèdes les deux, est-ce que tu peux aller chercher un actif, aller chercher un joueur qui va contribuer, qui va rendre le Canadien meilleur, un jeune joueur, je ne sais pas, qui a peut-être pas, dont la carrière n'a peut-être pas décollé comme il faut dans son organisation, un peu ce que Kirby Dach était là, à Chicago, mais parce que là, le Canadien, c'est beau sélectionner, puis avoir des projets, puis développer, mais là, au rang où ils vont sélectionner, est-ce que le temps est venu de penser en termes de maintenant à l'immédiat? Ouais. Non, pas encore. Le temps, le Canadien juge qu'il a encore du temps. Alors, c'est pas. Il n'y a pas une bombe à retardement, il n'y a pas d'urgence, le noyau est encore suffisamment jeune. Ils peuvent se permettre d'attendre. Mais la question avec laquelle je me suis levé ce matin, c'est que là, le Canadien a 2 choix de premier tour. Ils sont pas super, c'est pas super sexy dans le 16 et 17. C'est ça. Dans le 14-15 déjà, ça aurait été mieux. 14. Sais-tu quoi? Mais il y a comme une espèce de il y a un créneau d'espoir qui finit. À 15. Tu dis à 14, tu auras encore peut-être le dernier d'un groupe intéressant. Tu sais. À 16 et 17, il faudrait vraiment que tu espères qu'un des joueurs qui sont les plus intéressants glisse. Alors là, si le Canadien dit, nous autres, on reconnaît le fait qu'avoir des choix de première ronde, c'est un actif d'échange intéressant, mais ils ne parviennent pas à échanger, à faire l'acquisition d'un joueur qui convoite, bien, je ne serais pas surpris qu'ils prennent un de ces 2 choix-là et qu'ils l'échangent à une équipe qui dit, nous, à 16 ou 17, on a encore un gars qu'on veut. Glissé, Puis tu vas chercher un choix équivalent qui serait assurément protégé top 10, peu importe, pour l'année prochaine. Fait que là, dans le fond, c'est que tu dis on renonce à un de nos 2 choix cette année, puis l'année prochaine, au moins, on aura encore cette manœuvrabilité-là où on a 2 choix de premier tour, puis on peut les monnayer pour faire l'acquisition d'un joueur qu'on veut. Alors, ça, à mon sens, il faudrait aussi garder l'esprit ouvert à se dire, je ne serais pas surpris qu'ils utilisent un de ces 2 choix-là, qu'ils glissent ou qu'ils l'échangent pour aller en chercher un la saison prochaine. Tu regardes, par exemple, on vient de parler des Penguins de Pittsburgh, là, puis on dit comment ils vont faire pour reconstruire ça. Puis ils ont déjà 2 choix au premier tour. Puis tu fais une transaction avec eux, tu dis on vient chercher un joueur, là, mais on te donne nos 2 premiers choix. Ça leur donne 4 choix de premier tour la même année, avec ils ont un choix de 2e tour, 3 choix de 3e tour. Là, ça fait une grosse banque en peu de temps. Là. Je ne sais pas si ce genre d'équipe-là, qui est déjà en train de préparer, là, d'accumuler des choix. Tu dis là, on vous donne la chance de vous présenter à la plaque et de prendre ça va être vous autres, 3, 4, 5 élans la même année. Je sais pas, parce que les choix de milieu de premier tour comme ça, moi, les recruteurs à qui j'ai parlé à date m'ont dit dans les 10 premiers, là, il va y avoir des joueurs de hockey, des très, très bons joueurs de hockey, mais il n'y a pas une énorme profondeur dans le repêchage cette année. Mais les équipes qui veulent se rajeunir, qui voient arriver la falaise, là, qui n'ont pas eu beaucoup de chance au premier tour dans le passé. Je sais pas. We'll see. Puis, tu sais, les Highlanders auraient pu être une équipe intéressante. Ouais, mais là, Mathieu, il veut pas. Mathieu, il veut pas. Fait que là, Boervat, ça marchera pas. Pas de Boervat à Montréal. Non. Puis, pas de William Carlson. Tu lui as parlé aussi. Est-ce que tu l'as vu? Absolument. Oui, on s'est... Mais est-ce qu'il aime ça, sa nouvelle... Il est super content. Ah non, sérieux, il est très, très heureux. Puis, oui, je pense qu'il est excité tous les matins. On peut comprendre. Non, mais c'est un beau défi. Puis on le disait, il travaille avec... il parle pas de rien, puis il a pire place dans la vie. Son évaluation des choses, c'est que les Highlanders ont trop de bons joueurs. Ouais, c'est pas faux. Pour qu'ils se contraignent à une reconstruction. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. Et voilà, il n'en reste qu'une. Elle a bien entamé cette finale. Les Oilers qui ont été les Oilers dans ce match numéro 1, les Oilers de cette année, précisons. Quoi qu'ils étaient pas loin de ces Oilers-là par le passé, mais c'est encore plus redoutable.
alors qu'ils sont allés chercher cette victoire en prolongation. Moi, écoute, début de match, je pensais que la prophétie se réalisait sous nos yeux. Évidemment, la Floride, c'est pas laissé faire, mais en bout de ligne, moi, je reviens à je pense que c'est toi, Martin, qui avait écrit ça. Comme les Oilers, là, c'était l'inverse, là, mais en avance, ils sont en avance 3-1, puis tu sais pas qu'est-ce que c'est. Là, ils tiraient de l'arrière un 3, mais tu sais pas non plus. Tu peux pas rien prendre pour acquis, peu importe où est-ce que, peu importe le temps qu'il reste au match. Tu sais que c'est une aventure dans un sens ou dans l'autre. Exact. Ouais. Et ils sont revenus, et c'est ça, statistique intéressante. Depuis l'arrivée de Paul Maurice aux commandes des Panthers, les Panthers avaient une fiche de 30 victoires, aucune défaite, lorsqu'ils détenaient l'avance après une période ou après 2 périodes. Oh là là, OK. Ouais. Et là, ils sont 30 victoires et une... Ah ouais, il y a une craque, une petite fissure. Une petite fissure. Et les Oilers, c'est ça, c'est une espèce de tsunami imprévisible. C'est difficile de les catégoriser parce que le jeu de la Ligue nationale est tellement formaté maintenant. Eux, ils sont pas dans cette case-là. Et ils ont la chance de compter sur comme je sais pas comment le dire, là, une force de frappe, un one-two punch d'une qualité extraordinaire. Ce matin, je faisais, juste pour le plaisir, là, j'étais ébahi encore une fois par les performances de Connor McDavid et Leon Draisaitl en série, à quel point ils livrent la marchandise. Et dans les 40 dernières années, si on regarde les 4 moyennes de points par match les plus élevées dans la Ligue nationale. Série. En série, dans les 4 dernières années. Wayne Gretzky... 40 dernières années. 40. Qu'est-ce que j'ai dit? 4. Désolé. C'est lapsus. Donc, Wayne Gretzky, 1,64 points par match. Mario Lemieux, 1,61 points par match. Connor McDavid, au 3e rang, 1,59 points par match. Et Leon Draisaitl, 4e, 1,48 points par match. Alors, c'est comme si tu avais une paire Gretzky-Messier. L'Avalanche avait une paire semblable quand ils ont remporté la Coupe Stanley. Rantanen est 7e sur cette liste-là à 1,24 points par match et McKinnon est 5e à 1,32. Mais à un moment donné, écoute, c'est un niveau de talent auquel peu d'équipes ont accès. L'Avalanche, en plus, a un des meilleurs défenseurs de l'histoire dans l'alignement, là. Les Oilers n'ont peut-être pas ça, mais ce sont 2 gars qui sont en santé, qui produisent au maximum. Et tu as eu dans ce match-là exactement ça. Draisaitl qui a ouvert la marque, qui a fermé la marque en prolongation. McDavid, quand ça chauffait, a fourni les passes décisives sur les 3e, sur le but égalisateur et sur le but gagnant. Quelle passe en prolongation. Incroyable. Et une autre statistique qui m'a fait... que j'ai trouvé absolument savoureuse. McDavid, à ses 78 derniers matchs éliminatoires, donc l'équivalent presque d'une saison de régulière dans la Ligue nationale, a 98 mentions d'aide. Ses 78 derniers matchs de série, 98 mentions d'aide. Et sur ces 98 mentions d'aide-là, il y en a 68 qui sont des passes décisives sur des buts. C'est incroyable. Tu sais, tu compares ça avec... Tout le monde dit les Maple Leafs de Toronto, c'est un noyau de super vedettes, puis ils ont de la difficulté à meubler autour. Mais tu regardes le niveau de performance de ces 2 gars-là comparé avec ce que si les Maple Leafs avaient eu du rendement comme ça avec leurs super vedettes en série, ils auraient gagné. L'histoire serait pas mal différente. Absolument. Mais ça va être très difficile à contenir, je pense, pour les Panthers. Et ce que j'ai trouvé particulier dans ce premier match-là aussi, c'est que les Oilers... Ils leur ont brassé la cage beaucoup aux Panthers. Ouais. Il y a eu, je pense, 104 mises en échec dans ce match-là, 52 de chaque côté. Mais les mises en échec les plus percutantes... là, Evander Kane, Aaron Ekblad a été ciblé, là, s'est fait frapper, puis il n'aime pas ça. Il n'aime visiblement pas ça. Fait qu'on dirait qu'ils ont décidé... je pense que c'était très conscient. Là. Les Oilers se souviennent qu'ils ont perdu les 3 premiers matchs la saison dernière, qui avaient commencé cette série-là en retard et qu'ils l'ont échappé dans un 7e match parce qu'ils n'avaient pas commencé à l'heure. Mais là, ils ont établi, on va frapper comme des trains, puis on va jouer. On a nos 2 super vedettes qui vont récolter des points
vont continuer à produire. Fait que c'est une série absolument passionnante. Ouais. Je trouve que c'est un privilège d'assister à des séries revanches comme ça en finale de Coupe Stanley. Ça arrive très, très peu souvent. C'est un peu comme à la boxe, quand il y a un grand combat de championnat du monde et la reprise est toujours... le rematch est toujours très, très intéressant et ça va l'être encore cette année. Moi, ça m'avait frappé au moment où les Oilers ont remporté leur billet pour la finale de la Coupe Stanley, d'entendre Connor McDavid puis juste voir son faciès. La comparaison entre l'année dernière et cette année, où l'année dernière, il était tellement content de dire on atteint la finale de la Coupe Stanley, on y va! Et ça, c'est normal. Puis il était content. Ouais. Puis là, cette année, c'est... Non. On n'est pas content. On n'est pas content. C'est beaucoup plus business. On a un travail à terminer. Puis juste la façon avec laquelle les Oilers abordent cette série-là, il n'y a plus la candeur et la joie de l'année dernière. C'est vraiment un travail à terminer. Et ils sont arrivés en finale avec un niveau de confiance en leurs propres moyens qui égale celui des Panthers. Puis les Panthers sont tellement bien campés. Ils savent qui ils sont. Ils savent comment ils jouent. Puis c'est eux qui dictent l'allure des rencontres plus souvent qu'autrement. Et là, ils rencontrent finalement un adversaire qui est à leur mesure au niveau justement de cette assurance collective qu'ils ont. Après le chat de Schrödinger, on va vous vendre une police. L'assurance collective. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ils ont... c'est un jeu de mots. Alors, c'est vraiment deux équipes qui sont d'égal à égal. Ouais. Ça, c'est le fun. Parce que des fois, tu as des finales de Coupe Stanley, tu fais... finalement, c'est pas les deux titans. Ouais, des fois, ouais, des fois, c'est en finale de conférence que ça se passe. Cette année, ça a été un peu décevant en finale d'association. Mais je crois que cette grande finale-là va être à la hauteur des espérances. Puis, Martin, tu fais bien de mentionner le fait qu'au niveau de la robustesse, les Oilers sont là pour jouer également. Fait que, tu sais, quand je dis que les Panthers, d'habitude, sont ceux qui dictent l'allure des rencontres, bien là, eux, ils ont imposé leur style aux autres équipes. Mais les Oilers font attends une seconde, non, ça va jouer à deux. Là. Alors, c'est le fun à voir. Puis vous avez mentionné le nom d'Evander Kane. Je l'avais mentionné plus tôt dans les séries. Mm-hmm. Mais c'est énorme la différence qu'il apporte au sein de cette équipe-là. Il était blessé l'année passée. Hein. Ben oui, il a joué seulement 2 matchs dans la série finale la saison dernière. Quand tu as à la fois 2 super méga vedettes, mais en plus un personnel de soutien qui est de ce calibre-là, tous les ingrédients sont réunis. Quand on y pense, là, au-delà de l'aspect sportif, tu as une équipe qui est en finale de la Coupe Stanley pour la 3e année, qui a gagné l'année passée. Ça peut pas être là. Tu peux pas, humainement, tu peux pas être dans le même état d'esprit que l'équipe qui, elle, était toute candide l'an dernier, contente d'atteindre la Coupe Stanley, la finale, déçue de ne pas l'avoir gagné, puis aborder cette deuxième chance-là. Le niveau de satiété. Oui. Le niveau de satiété la faim. Ça peut pas être le même. T'as beau en vouloir toujours plus, t'as beau dire non, les Panthers ont à lutter avec ce déficit de satiété-là, assurément. Et voilà. Les 2 dernières fois où il y a eu des séries finales revanche, c'est l'équipe qui avait perdu la saison précédente qui est revenue. C'est difficile à quantifier, à mesurer, mais logiquement, on peut penser que l'équipe qui a échoué l'année d'avant est beaucoup plus déterminée ou est encore plus résolue à gagner. Mais là, cela dit, il y a un seul match de jouer. Le deuxième c'est fini. Joue ce soir. C'est fini, oublie ça. Ça va être une longue série. Là. C'est terminé. Non. Que les Panthers... J'aime bien la façon dont ils sont construits. Il faut dire, c'était toute une machine d'hockey. Cela dit, l'histoire de la Ligue nationale nous dit que l'équipe qui commence une série 4-7 à domicile et qui remporte le premier match remporte la série dans 75% des occasions. C'est une bonne... Et si les Panthers perdent ce soir, ça grimpe... les chances des Oilers grimpent à 79,8%. On s'entend, ce sont juste des chiffres. J'aurais cru que ce serait plus haut que ça. Ouais. En finale, c'est plus rare de combler ça s'est fait très peu là, dans l'histoire, de combler un retard de 0-2, mais quand même, si les Panthers perdent ce soir, ils doivent battre 4 fois sur 5
dans les 5 prochains matchs. Ils doivent battre les Oilers 4 fois sur 5, alors que les Oilers ont quoi? 13 victoires, 2 défaites à leurs 15 derniers matchs. Ils seraient 14 victoires, 2 défaites. C'est battre 4 fois sur 5 une équipe qui est 14-2, là, ces 16 derniers matchs. C'est une bonne commande. Ça regarde, moi, disons, d'un point de vue sur papier, là, comme ça, ce sera pas de la tarte. Question du public, réseaux sociaux. 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 Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question. Question du public, question du public. Question du public, question du public. Question du réseau. Et on termine avec ça aujourd'hui. Complètement ailleurs, mais c'est cette semaine que la saison du Rocket a pris fin dans une tournure, j'ai envie de dire, ça allait tellement bien. On ne peut pas faire autrement que d'être un peu surpris là, du caractère expéditif de leur élimination. Reste que c'est ça que c'est. Ils ont perdu en 4 là, en finale d'association. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, que retenez-vous de la saison du Rocket? Et là, je ne ferai pas le tour, évidemment, mais il y a des commentaires durs, des commentaires chouettes, mais des commentaires durs. C'est pas le cas de Marc sur Facebook. Florian Jacquet et Jacob Fowler, énorme potentiel. Simon, ça, je suis content. Simon, Trudeau, un défenseur solide et fiable défensivement. On en a parlé un peu à l'occasion ici, mais c'est le genre de gars qui joue un peu pas dans l'ombre, mais on parle beaucoup de Mailloux, de Reinbacker et tout, mais c'est encore un jeune défenseur, William Trudeau. Ça, c'était donc sur Facebook. Sinon, sur le Gram, David, la fin du cycle, malheureusement, avec un changement derrière le banc. Enfin, je commençais à prendre le goût à ce club école qui gagne. Philippe, sur le Gram, pas grand joueur du Rocket qui vont devenir des réguliers dans la LNH. Mais pas grand, quantifié pas grand. C'est sûr qu'il n'y en a pas 12. Il n'y en a pas 12. Mais il y en a certainement 6 ou 7. 6 ou 7? Des réguliers dans la Ligue nationale, oui. Des joueurs vedettes, non. Oui, des réguliers dans la Ligue nationale. Mais des réguliers dans la Ligue nationale, écoute, il va y avoir, je pense que Jacob... Quantifie régulier dans la Ligue nationale. Je veux dire, c'est quoi? Est-ce que c'est une saison? Est-ce que c'est quelqu'un qui va jouer, mettons, 300 matchs, 400 matchs? 300 matchs, ça me devient... Oui, regarde, attends, faisons l'exercice rapidement. Là. 300 matchs, c'est comme moins de 4 saisons. Je pense que Owen Beck, Florian Jacquet, c'est 2. Adam Engstrom, 3. Ça va venir fatigant vite. David Reinbacker, 4. Jacob Fowler, 5. Puis peut-être on va rajouter Logan Mailloux. 6. Ouais. Régulier. Logan Mailloux, 300 matchs dans la Ligue nationale. Mailloux, ça va être soit là, Jacques-Alexis, j'aimerais ça que tu places cet épisode-là dans une capsule spéciale. On la ressort. Non, mais c'est intéressant parce absolument. que il y a beaucoup d'imprévus dans le développement de... Mais si de cette équipe-là, il y a 6 joueurs qui jouent régulièrement dans la Ligue nationale, ça va être un succès phénoménal. C'est assez rare. De recrutement, oui, absolument. J'allais dire, Mailloux, ça va soit être 34 matchs dans la Ligue nationale ou 700, non? Je sais pas, vous n'avez pas comme ça sera pas 300. Non, mais je sais pas si je saisis là, mon feel. Boom or bust. Je pense. Oui, je comprends. Enfin, c'est un feel. Donc, c'est intéressant, ça, Philippe. Sur le Gram, une petite dernière sur... non, c'était sur le tout, pardon. Sur le Gram, un autre Philippe. Une preuve tangible du flair et la vision du duo Hughes-Gorton. Sunny Ways, my friends. C'est ça. Il y avait des commentaires comme ça et des commentaires du contraire aussi. Il y a un commentaire qui m'a surpris de Pascal Vincent. Bien surpris quand on lui a demandé pour la suite qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui avait manqué à l'équipe et tout ça. Puis il a dit, si ma mémoire est bonne, il faut que nos joueurs passent du temps au gymnase, développer. Ça m'a pas. J'ai pas accroché là-dessus. Alors,
C'est quoi, ils sont passés... Il y a des lacunes au niveau... Il a dit, il va falloir qu'on passe du temps dans le gym, qu'on devienne plus fort physiquement et qu'on aille chercher du man strength. Ouais. OK. Mais ça a peut-être rapport avec la jeunesse? Exact. OK. Ouais. Alors, tu sais, je trouvais que ça complétait une observation. Je trouvais que parmi les jeunes qui avaient été rappelés cette année ou qui avaient eu des essais, il y avait... Au niveau de la Ligue nationale, il n'y avait pas... Il y a personne qui nous avait jeté en bas de notre chaise. Ouais. Si quand tu arrives en séries éliminatoires, dans le carré d'as, dans la Ligue américaine, et que physiquement, tu n'es pas capable de tenir ton bout, ça veut dire que, OK, il reste... Un peu de temps. Il reste un petit bout de parcours. Voilà, tu as besoin d'un peu de temps. Puis, je l'ai évoqué, mais je ne l'ai pas évoqué, mais c'est David qui disait, sur le YouTube, qui disait... avec un changement derrière le banc, vous n'avez pas... personne n'a sursauté. C'était comme écrit, il me semble, au début des séries, on se disait « Ah, Pascal Vincent, oubliez ça, il ne sera pas de retour. » Non, il va être de retour. C'est ça. OK. Écoute, s'il y a quelque chose qui a bien été chez les Rockets cette année, l'équipe a bien été, mais je pense que le changement d'entraîneur a été très profitable. Ben oui, puis pour tout le monde, visiblement. Enfin, c'est ça, on sent que c'est comme une alliance parfaite. Bon, quelque chose à ajouter? Non. Qu'est-ce que tu as mangé à Buffalo? As-tu mangé des ailes? Non. Des ailes? Non. Je suis jamais allé, moi. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ils ont tout ça? à fait... Oui, mais ailes? regarde, ils ont été les premiers, là, mais c'est pas parce que c'était les premiers que t'es le meilleur. Bon, il y a des le Anchor Bar, là, c'est là où, semble-t-il, les ailes de poulet ont été inventées. Okay. La poutine à Yellowknife est extraordinaire, plus qu'à Drummondville. Mais c'était pas... non. Mais on mange très bien, cela dit. À Buffalo, il y a plusieurs bons restaurants. Mais j'ai été... Non, ça n'a pas été un rendez-vous gastronomique pour moi cette fois-ci parce que j'ai travaillé plus tard que prévu. Puis j'étais tout seul, j'avais pas de collègues vraiment. Fait que... Non. C'était très bien. D'ailleurs, plusieurs, 3-4 textes en ce moment en ligne. 3 et d'autres à venir. D'autres à venir. C'est une machine, ça. Oh, oui. Et comment... Vous êtes encouragé fortement à aller jeter un coup d'œil. C'est du lourd. C'est du costaud. C'est du gros stock. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la F1. J'ai vu ça. J'ai vu ça dans nos notes internes. Ah oui. Vroom, vroom. Ah, mais vous vous êtes connu à Melbourne. Oui. Sur le circuit. C'est le seul Grand Prix que j'ai couvert dans ma vie. Ah bon, OK, je pensais qu'il y en avait je pense qu'il y avait des Okay. moteurs atmosphériques à l'époque. Ah ouais. Bon. Ben écoute, on va te suivre. On va suivre ça. Vroom, vroom. C'est commencé la saison. La suis-tu encore? Oui, moi, tous les Grands Prix, je regarde. C'est-tu bon? Quoi, le début de la saison? Ouais. Oui, c'est très intéressant. Okay. Est-ce qu'on rentre là-dedans ou on est en train de... OK, parfait. Non. C'est ça. Oui, c'était très bon. On en parlera. On va dans la semaine du Grand Prix la semaine prochaine. C'est ça. La semaine prochaine, là, toutes les ouvertures, c'est sur le Grand Prix. Toutes. Puis les terrasses sur Peel, puis ces affaires-là. Ça, c'est bon. Ça. Sont-elles conformes? Des affaires de même. Ça intéresse personne qui a les terrasses. Est-ce que ça intéresse quelqu'un aussi? Soyez prudents d'ailleurs, là, à l'extérieur, c'est ainsi. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Marc-Antoine est remercié. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci à Charles Serre pour sa participation. Vraiment. Présence remarquée. Si jamais vous avez besoin à découverte, on est là. Hein, on pourrait aller, je sais pas, faire quelque chose. On pourrait sans doute jazzer ça un peu. Sur la vélocité là, de la balle ou un enfant de même. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.